Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on démarre en effet le face-à-face jusqu'à 14h avec Noémie Alioua, rédactrice en chef et correspondante à Paris pour i24 News, qui publie Les uns contre les autres, une petite biographie ou en tout cas un roman sur Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour. Noémie Alioua, effectivement, vous commencez par un air de Starmania, les uns contre les autres, et il fallait très très belle chanson, bien sûr. Et les uns contre les autres, mais alors justement, c'est intéressant parce que vous avez connu cette ville dont vous parlez dans ce bouquin passionnant que je recommande, qui est une enquête sur une ville que vous connaissez bien, qui est peut-être pas votre ville natale, mais presque, puisque vous avez grandi là, Sarcelles. Presque, j'y suis arrivée que j'avais 1 an, donc... Voilà, donc effectivement, et vous y avez vécu en une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, ouais. Voilà. Et donc, vous avez, puis vous êtes devenu la journaliste qu'on connaît, i24 News entre autres, et vous avez effectivement... voulu faire un article, je crois qu'on vous avait commandé un article sur Sarcelles, et puis vous êtes revenu sur les lieux, non pas de vos crimes, mais de votre jeunesse, et puis vous avez vu effectivement un autre Sarcelles. Alors racontez-nous, parce que, enfin vous racontez dans votre livre, mais je voudrais que vous racontiez peut-être qu'est-ce qui vous a le plus frappé, parce que pendant des années, vous êtes retourné, mais comme non, ça... Non, je ne suis pas retourné du tout. Non, du tout. Pendant combien de temps vous êtes pas retourné? Pendant, justement, à peu près une quinzaine d'années aussi. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, vous avez comparé le Sarcelles de votre enfance, et vous nous en parlez, et le Sarcelles d'aujourd'hui, et vous avez rencontré beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, etc. Qu'est-ce qui est le plus frappant Écoutez, il y a beaucoup de choses. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'état de délabrement des bâtiments. À l'extérieur, si vous voulez. J'ai pris le tramway, je suis rentrée dans le tramway qui traverse un petit peu de la gare jusqu'à l'intérieur de la ville. Ce nouveau tramway qui a été construit en 2012, donc bien après que je sois partie. Ouais. Et donc, en empruntant ce tramway pour la première fois, qui traverse la ville, eh bien, je regarde ces bâtiments défiler et je trouve qu'ils justement, ils n'ont pas changé. Ils sont restés finalement comme je les avais connus, mais avec le temps, donc dégradés. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est la dégradation des bâtiments, de ce qu'on appelle le grand ensemble, parce que on en reparlera sans doute, mais c'est ces bâtiments qui ont été construits après la guerre sur des champs de légumes pour pallier au problème, à la crise du logement, et donc on a créé des bars et des tours, et en fait des grands bâtiments qui regroupent énormément de logements, des milliers de logements. Ça n'existait pas avant qu'on construise ces grands ensembles, et donc c'est ce grand ensemble-là que je regarde défiler à travers les vitres du tramway et qui me paraît abandonné. Alors, est-ce que c'était, on va en parler, on va prendre tout le temps d'en parler pendant 1 heure après les informations, mais juste un mot. Est-ce que vous mettez un sous-titre de votre livre, Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. C'était le vivre ensemble à Sarcelles du temps de votre enfance? Du temps de mon enfance, c'était déjà la queue de comète de cette période, pour remonter, si vous voulez, à ce que j'appelle plutôt moi la coexistence vraiment pacifique entre des gens venus d'ailleurs. Eh bien, il faut remonter un petit peu plus loin dans l'histoire de cette ville. Et bien sûr, à travers cette ville, je parle de la France, beaucoup de gens reconnaîtront la même dynamique dans leur propre ville, y compris ceux qui ne connaissent pas cette ville de Sarcelles qui se trouve dans le Val d'Oise. Oui, et c'est pour ça, ce livre est intéressant, d'autant plus qu'effectivement, il n'y a pas que Sarcelles. Voilà. Je veux dire, il y a beaucoup, enfin, il y a Sarcelles et des centaines, sinon des milliers de Sarcelles à travers la France qui ont connu les mêmes déplacements de population, les mêmes migrations, les mêmes refus, etc. On va prendre le temps d'en parler, Noémie Alioua, avec vous. Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. Et c'est vrai que vous avez mis en exergue, je le rappelle, cette phrase de Gérard Collomb qui avait beaucoup frappé à l'époque, mais qui frappe moins maintenant aujourd'hui. C'est quand il a fait le discours d'adieu au ministère de l'Intérieur, aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. On en parle tout de suite après les informations. Et vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pas seulement moi, Sarcelles dans tous ses états, la France dans tous ses états, et Noémie Alioua qui raconte effectivement
Et Noémie, on avait commencé à parler avec vous justement de Sarcelles, de ce qu'était. Et rappelons-nous ce qu'était Sarcelles, parce que Sarcelles, vous êtes arrivé, comme vous dites, en queue de comète, mais Sarcelles, dans les années 50 et surtout, enfin 60, vous dites pour les gens qui arrivaient de partout, c'était un paradis, pratiquement. Et ça me paraît très intéressant de le rappeler parce que c'est justement ce qui permet de mesurer l'évolution, certains disent d'une dégradation, sur le long terme entre hier et aujourd'hui. Mais ce hier, eh ben, c'était effectivement dans les années 50, 60, quand on construit ces villes nouvelles, ces grands ensembles. On en construit à Sarcelles, on en construit aussi ailleurs. C'est les 30 glorieuses, voilà, c'est ça. Plan, on a etc. besoin de logements parce qu'il y a le baby-boom, parce qu'il y a l'exode rural. Un petit peu après, il y aura la décolonisation. On est dans un contexte où on a une démographie qui augmente dans les grandes villes et on n'a pas de logement pour loger tous ces gens. Les gens vivent dans des bidonvilles. Voilà, il n'y a pas suffisamment de logements et donc on va créer tout de suite. C'est un progrès. Bien sûr que c'est un progrès, on va faire appel aux meilleurs architectes, mais on va leur demander de travailler très vite, de construire des grands logements, ce qu'on va appeler des grands ensembles, des grands bâtiments, des bars, des tours, et c'est ce qu'on appelle les villes nouvelles. Et au départ, quand vous regardez les journaux de l'époque, le Canard enchaîné par exemple, le Figaro, ils en font tous leur une, ils sont intrigués et ils se demandent qu'est-ce qui adviendra de ces nouvelles villes qui sont construites à partir de rien, qui sont construites en périphérie des grandes villes parfois, et qui accueillent une nouvelle population, et donc ça va devenir des nouvelles villes. Alors cette population, est-ce qu'elle est au goût étrange venue d'ailleurs, en majorité, sont des immigrés en majorité? Alors, en majorité, pas forcément. En majorité, vous avez des fonctionnaires, vous avez des professeurs, vous avez, entre guillemets, des Français de souche. C'est la France qui va là-bas. C'est la petite classe moyenne, c'est aussi les familles qui veulent s'agrandir, parce qu'il y a des grands appartements de 4 et 5 pièces. C'est aussi ceux qui fuient les bidonvilles. Et au départ, vous avez des témoignages dans mon livre de gens qui vous disent que pour eux, ce logement social, c'est le Hilton. Et le fait d'avoir l'eau chaude, il y a une maman, Fatima, qui m'explique que le fait simplement de tourner le robinet rouge et d'avoir de l'eau chaude, eh bien ça fait que sa mère pleure. Elle voit ça dans la baignoire, elle pleure de bonheur parce qu'on a accès à tout ce luxe qui était jusqu'alors réservé qu'aux classes les plus aisées, que l'on parle de l'eau chaude, des prises, du vide ordure, de toutes ces choses. Voilà. Et alors justement, donc quelque chose qui a... Et alors, d'où viennent, disons, les populations? Parce qu'après, on va parler justement de ce qui s'est passé, des transferts de population, etc. Mais pour revenir sur Sarcelles, qui vient à Sarcelles dans ces années 50, 60 parce que vous parlez de gens, par exemple, sur la communauté juive venus d'Égypte en 58. Oui. Donc avant l'indépendance de l'Algérie. Avant l'Algérie, il y a eu d'autres. Ce sont les premiers juifs d'ailleurs. Ce sont des juifs égyptiens qui arrivent, qui... C'était après Suez et compagnie. Exactement, après la crise du canal de Suez. Les juifs doivent partir, comme malheureusement beaucoup dans l'histoire, ils sont déracinés, ils doivent fuir pour sauver leur vie. Ils partent sans rien et certains atterrissent dans cette ville nouvelle qui est Sarcelles. Et en fait, ce que je dis avec mes propres termes, moi je parle de tragédie de l'histoire, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au fil finalement des drames qui arrivent aux quatre coins du monde, eh bien ces populations-là vont atterrir à Sarcelles, et donc ça va au gré de l'histoire. On a la crise du canal de Suez, on va aussi avoir les Antillais qui vont venir eux pour des raisons plus économiques, mais par exemple les Assyro-Chaldéens, la plus importante communauté assyro-chaldéenne de France, qui sont des chrétiens d'Orient, orthodoxes. Élis, capitale refuge aussi à Sarcelles. Ils ont Ils sont partis, il y avait déjà les persécutions. Ils fuient les persécutions, ils se retrouvent, si vous voulez, entre les Turcs et les Kurdes. Ils doivent fuir, ils se retrouvent à Sarcelles aussi pour sauver leur vie. Et pareil, ils vont s'installer, ils vont créer l'une des plus grandes églises, l'église Saint-Thomas d'Apôtre, qui est l'une des plus grandes églises assyro-chaldéennes. Et ils vont accueillir aussi, dès qu'il va y avoir dès que en fait les chrétiens d'Orient vont être persécutés, ils vont en accueillir au fur et à mesure et ils vont constituer une très importante communauté à Sarcelles. Oui, alors c'est intéressant. Et après arrivent donc les Maghrébins, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Voilà, et subsaharienne et donc les Africains et plus récemment encore les Pakistanais, les Indiens qui arrivent en masse. Oui, alors vous dites, qu'à l'époque, même à votre époque, même si c'était comme vous dites la queue de comète, il y avait encore, en tout cas il y a eu, on vous raconte, disons, racontez-nous grand-père, il y avait quand même une vraie coexistence pacifique où c'était très franchement une fausse coexistence, chacun était, je veux dire, il n'y avait pas de heurts, il n'y avait peut-être pas de violence,
Enfin, chacun vaquait à ses occupations. Est-ce que c'était la question, parce que c'est la question que je me suis posée en lisant votre livre, est-ce que c'était vraiment, d'après les témoignages que vous avez vus, tout le monde, on était vraiment ensemble et tout, ou, bon, allez, on faisait attention. C'était pas ensemble. Vous savez, tout est toujours très très graduel et c'était la fin de cette époque. Mais ce que j'ai vécu, moi, c'était malgré tout des gens qui ne se mélangeaient pas, mais qui se côtoyaient. Et je donne des exemples parce que on est finalement, c'est une ville très pauvre. Peut-être qu'on on pourra parler aussi de la question sociale, économique. C'est l'une des villes les plus pauvres de France, avec un taux de HLM, avec un taux de personnes qui perçoivent le RSA très important, et etc. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Mais si vous voulez, tout cela fait que lorsqu'on peut se parler, il y a aussi des solidarités qui se créent entre les gens d'autres communautés. C'est ce que moi j'ai connu, qui existait encore avec des mamans qui s'entraidaient en fait, et des mères célibataires qui s'entraident pour garder les enfants, qui s'entraident quand elles ont besoin d'un câble pour allumer la voiture, etc. Et donc bien sûr il y avait des gestes concrets, il y avait des gestes concrets de solidarité entre personnes de communautés différentes. Il y avait pas, on n'était pas dans l'idéal vivre ensembliste tel qu'on le décrit, avec on est tous frères et rien ne nous sépare. C'était pas le cas. Malgré tout, je pense que on n'était pas dans la peur, bien sûr, dans laquelle on est aujourd'hui. D'accord. Alors justement, comment et qu'est-ce qui a fait basculer ? Il y a beaucoup de choses. Évidemment qu'on ne peut pas le résumer à une seule chose. Pour les Juifs, par exemple, il y a eu le second intifada. Qui a été dans les années 2000, si vous voulez. Où les gens ont commencé à avoir vraiment peur. Alors attention, pas les gens ont commencé à avoir peur, où les gens ont commencé à être agressés. Très violemment, en masse, avec des chiffres qui ont explosé et qui, si vous voulez, qui ont été pendant un temps mis de côté par les autorités qui ne comprenaient pas cette résurgence de l'antisémitisme parce qu'il n'y en avait plus vraiment eu en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, le logiciel n'était pas préparé à cela. Et lorsque, dans les années 2000, vous avez eu des Juifs, mais par dizaines, qui se faisaient massacrer dans la rue parce qu'ils avaient une kippa et qu'on les rendait responsables de la politique de la politique israélienne, si vous voulez, eh bien l'État n'a pas compris en fait tout de suite ce qui est en train de se passer, et donc explosion des actes antisémites dans les années 2000 et c'est ce qui a conduit aussi certains à partir en Israël. Vous avez aussi 2014, ça a été un moment très important, cette manifestation pro-palestinienne qui a totalement dégénéré en émeute anti-juive avec la synagogue, avec les gens qui s'étaient retranchés dans la synagogue, et puis surtout des jeunes voyous qui ont fait une descente dans le quartier juif avec des battes de baseball, qui ont massacré les commerces, qui ont hurlé mort aux juifs avec des drapeaux palestiniens, des scènes de guérilla urbaine qui ont été immortalisées avec des photos qui sont effrayante. Vous vous demandez ce qui est en train de se passer là en France. Et c'est là où il y a commencé à avoir un exode. Il y a eu un exode, bien sûr, de Juifs qui se sont dit peut-être que notre vie est en danger et peut-être qu'il faut nous sauver encore une fois. Et certains ont pris la décision de prendre leur kick, leur claque et de partir en Israël. Et alors, les autres communautés, d'autres communautés, parlons un peu de ce qu'on appelle les Français de souche, ce qui était venu, comme vous dites, dans les années 50, les villes nouvelles, etc. Là aussi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est pas seulement justement la communauté juive, il y a eu un certain nombre de... Qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Comment ça s'est traduit ? Écoutez, c'est intéressant que vous posiez cette question parce que si vous regardez bien la couverture de mon livre, c'est vrai qu'il apparaît, ce Français de souche, mais pour être tout à fait juste et honnête, il n'existe pas à Sarcelles. Il n'existe plus à Sarcelles. Il n'y a plus de Français de souche à Sarcelles, pratiquement. Ils sont partis pour la plupart. D'accord. Pour la plupart, ils sont partis et les classes moyennes aussi sont parties. Depuis assez longtemps, ça s'est fait graduellement. Vous savez, il n'y a pas eu un événement qui a fait que... Oui, c'est pas les pieds noirs d'Algérie en 62. Non, en fait, il y a eu, si vous voulez, les classes moyennes, les professeurs, les petits blancs, comme on dit, les Français de souche, qui sont partis au fur et à mesure et c'est des nouvelles immigrations qui sont arrivées. Et donc, vous avez des témoignages de gens qui vous disent « Ah bah voilà, dans mon immeuble, j'avais un catholique, j'avais un professeur, j'avais des fonctionnaires, etc. » Et tous ces gens-là sont partis. Non, maintenant, c'est véritablement des classes très, 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 très défavorisées. Oui. Et alors justement, et ce que vous avez senti, alors qu'est-ce que ça donne dans le quotidien ? Je veux dire, en vous rappelant votre quotidien à vous, et aujourd'hui quand vous êtes baladé pour écrire votre livre et vos enquêtes à Sarcelles,
Qu'est-ce qu'on sent dans le quotidien? On sent, on ne va pas ni faire l'apocalypse, ni misérabiliser, mais on sent une tension ou en fait, non, ça se passe... Je vais vous dire très honnêtement, moi je sens d'abord une extrême pauvreté. C'est vraiment frappant. Quand vous vous baladez dans les rues, vous vous rendez compte, je ne sais pas, que certaines personnes portent des vêtements troués. Il y a des choses comme ça qui ne manquent pas et qui sont très frappantes. Moi, qui m'ont beaucoup marqué. Peut-être que je ne me rendais pas compte quand j'habitais dans cette ville-là et que ça a toujours été le cas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup frappé. Oui, c'est l'extrême pauvreté. Et puis d'autres. Il y a aussi, bon, il y a des choses aussi qui n'existaient pas à l'époque. Par exemple, vous sortez de la gare, vous avez des gens qui font qui vendent des Marlboro, qui font des brochettes. Vous savez, vous vous demandez. C'est ça. Et vous il n'y avait vous pas demandez. ça à l'époque. Non, je me rappelle pas du tout. Non, ça n'existait pas. D'accord. On la reparle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Et que vous viviez à Sarcelles, en banlieue ou même ailleurs, et que ce sujet vous intéresse, vous nous appelez au 0826 300 300. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et effectivement, dans la dédicace qu'elle m'a faite, Noémie Alua, Didi m'a dit, cher André, un livre qui raconte à sa façon combien les carottes sont cuites. Et on peut effectivement se poser la question. Alors, Noémie Alua, vous avez parlé, continuons sur Sarcelles. Encore une fois, Sarcelles, c'est un comprimé chauffé à blanc. C'est un comprimé, c'est un thermomètre. Et il ne faut pas en vouloir au thermomètre si la fièvre monte. Et effectivement, vous avez parlé de la question sociale, de la pauvreté. Mais est-ce qu'il y a eu, franchement, parce que je m'adresse à la journaliste, à l'enquêtrice, est-ce qu'il y a eu un laisser-faire? Est-ce que les gens ont fait, je parle d'un certain nombre de gens, que ce soit d'ailleurs en haut, en bas, etc., je veux dire par là de l'échelle, ils se sont dit non, on va rester sourd et aveugle, on ne veut surtout pas voir ça, circuler encore une fois, il n'y a rien à voir, passons-nous la patate chaude, parce que ça fait quand même quelques dizaines d'années. Je vais être un petit peu plus sévère que vous. Dites-moi. Je ne dirais pas, moi, qu'ils ont fermé les yeux. Je dirais qu'il y a eu un accompagnement, enfin, je veux dire, par exemple, de la part notamment de la municipalité, qui ne s'est jamais cachée de cet accompagnement communautaire. Notamment dans les budgets qui sont accordés aux associations. Il y a un chapitre là-dessus qui reste très descriptif, parce que moi, je ne fais pas, si vous voulez, il ne s'agit pas de rentrer dans les considérations purement politiciennes. Il s'agit vraiment de s'inscrire dans une photographie au long terme d'une évolution, une dégradation dans une ville. Mais manifestement, il y a eu un accompagnement de la part des différentes mandatures de la municipalité, et le discours, c'est celui de dire, écoutez, nous avons une montagne de problèmes à gérer, nous sommes obligés de déléguer d'une façon ou d'une autre, et les responsables communautaires, eux, peuvent s'en charger, et les responsables aussi associatifs, et donc il y a une sorte, si vous voulez, de déresponsabilisation des différents maires qui s'appuient. On va leur confier, qui gardent le calme. Voilà, exactement, qui s'appuient sur les responsables communautaires, sur les responsables associatifs, et tout cela, évidemment, c'est d'une part pour essayer de préserver la paix sociale, mais c'est aussi un peu d'électoralisme, c'est-à-dire qu'en échange, on exige des voix, un peu beaucoup. Voilà. Oui, je le raconte, bien sûr. Et effectivement, toutes les municipalités de gauche ou de droite, pratiquement, ont participé de cette démarche. Oui, bien sûr, parce que c'est une ville, ce qui est intéressant dans Sarcelles particulièrement, parce que c'est une ville qui a été vraiment pointée du doigt comme étant la ville, si vous voulez, du vivre ensemble, mais c'est surtout la ville du cosmopolitisme, au sens où c'est l'une des villes où il y a le diversité. plus de... Exactement, c'est la pure diversité, au sens propre. Par contre, pas de diversité sociale. On est en bas de l'échelle sociale, mais il y a une diversité des nationalités. Il y a des dizaines de titres de séjour différents. Vous avez véritablement les gens des quatre coins du monde dans cette ville, des gens de partout, si vous voulez. Et donc, cette ville qui a été pointée du doigt comme la ville de la diversité est en fait une ville du communautarisme accompagné, et qui s'affirme ouvertement comme telle. Alors quand vous dites, effectivement, vous allez plus loin, mais je comprends, vous dites, c'est pas seulement on fermait les yeux, on l'accompagnait et on était un peu complices, soyons clairs. C'est ça.
Oui, bien sûr, mais il y a une complicité, c'est un accompagnement, une facilitation, enfin on peut l'appeler comme on veut, avec des subventions, et pas que des subventions, bien sûr, il y a le fait aussi par exemple de prêter des salles municipales. Je donne l'exemple aussi, ça c'est les gens qui me le racontent, hein. Tout ça je l'ai découvert bien sûr dans mon enquête quand je suis arrivée plus tardivement. Un exemple, moi ça m'a marqué, quelqu'un qui me parlait d'un rond-point, vous savez, vous vous retrouvez avec des événements en Afrique dont vous n'aviez même pas idée, et bien on va donner le nom de ce rond-point à cet événement pour faire plaisir à cette marge extrêmement minuscule de cette toute petite communauté, mais il faut que tout le monde, si vous voulez, ça part du gâteau, et donc vous vous retrouvez vraiment avec des choses assez qui peuvent paraître assez absurdes. Des enclaves un peu différentes, oui, c'est presque ça. le drapeau, quoi. On est dans le modèle de l'archipel, vraiment dans le modèle de l'archipel que décrit Jérôme Fourquet. C'est une illustration territoriale sur un territoire à échelle locale du modèle de l'archipel, c'est-à-dire que dans une seule ville, vous avez différents archipels, les uns à côté des autres, extrêmement construits, extrêmement avec donc les chefs à chaque fois, etc., extrêmement bien organisés. Et qui vivent complètement à côté les uns des autres. Donc c'est vrai que quand on parle encore du vivre ensemble, moi ça me fait doucement rire. Oui. Alors justement, on l'a parlé, j'en ai parlé plus tôt, et de ce qui s'est passé avec Jérémy Cohen, vous savez, et on a parlé de ce drame affreux, malheureusement il y en a eu d'autres. Est-ce que quelque chose comme ça, ça vous étonne ou ça vous étonne pas, Noémie Alioua? Par exemple, ça pourrait se passer à Sarcelles, ça, ou pas, ou ailleurs, enfin, mais... Ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Je trouve ça terrifiant. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vous conseille pas forcément de la voir parce qu'elle vous marque. Non, elle vous fait vraiment mal. C'est un vrai débat. En tout cas, elle est littéralement affreuse, cette vidéo. Elle vous marque, mais elle ne vous étonne pas parce qu'on sait que ces choses existent. Et d'ailleurs, mon livre, ce livre sur Sarcelles, il est né justement d'une affaire de ce type-là, même si, bien entendu, le garçon n'est pas mort, puisque je le rappelle, vous l'avez précisé au début de cette intervention, je dois retourner à Sarcelles, en fait, où je ne suis pas retournée depuis une quinzaine d'années. Alors, c'était quelle affaire? Parce qu'il y a un jeune garçon de 8 ans, un petit garçon même de 8 ans, un juif, qui porte une kippa sur la tête et qui est agressé. C'est en 2018. Il est agressé par un groupe de garçons, pareil, qui viennent tout simplement dans la rue. De son âge à peu près. De son âge à peu près, et qui le massacre de coups, mais sans raison, si vous voulez. Ils lui volent pas son téléphone. Il voit la kippa. Voilà. Et on sait que il y a aussi des fantasmes sur le quartier juif que beaucoup imaginent comme étant un quartier riche. Alors moi, c'est toujours difficile de parler de richesse à Sarcelles, mais c'est surtout, on est dans le fantasme absolu là. Donc, si vous voulez, il y a ce fantasme sur les riches que ce petit garçon va payer simplement parce qu'il a une kippa sur la tête. Vous voyez, le caractère antisémite est retenu tout de suite. Le lendemain, vous avez le Premier ministre qui publie un communiqué. L'affaire est prise très au sérieux parce que c'est encore une fois à Sarcelles où il y a eu aussi une très grande communauté juive pendant très longtemps. Et donc, moi, le journal pour lequel je travaillais à l'époque me dit Noémie, va à Sarcelles, retourne dans ton bled. Elle me dit, même si c'est affectueux, c'est un peu, voilà, retourne là-bas et tu nous fais un reportage. Et c'est à cette occasion-là que je retourne. Donc, bien sûr que je ne suis pas surprise par ce genre d'affaires qui ont lieu tous les jours. Et d'ailleurs, qui ne concernent pas que les Juifs, en fait. Oui, c'est très important de le dire. Je veux dire, les Juifs. Mais alors, ça concerne quoi, un peu tout le monde, enfin un peu, quand vous dites ça ne concerne pas que les Pour Juifs. moi, c'est un symptôme de l'ultra-violence, quoi, qui se développe dans notre société et contre laquelle il faut faire quelque chose absolument. Et surtout ne pas avoir peur de prendre le problème à bras-le-corps parce que ça pourrait favoriser un tel ou un tel candidat. Oui. Faire le jeu de l'extrême droite. Voilà, c'est ça. C'est dramatique parce que c'est un vrai problème qui touche et les Juifs et les gens qui ne sont pas Juifs, mais qui vivent aussi cette ultra-violence, ces agressions au couteau, ces affaires sordides, terribles. Je discutais d'ailleurs à Sarcelles avec certains policiers qui me racontaient aussi des affaires de ce genre, alors entre communautés d'ailleurs, qui règlent ces affaires directement comme au Far West. Ils se plantent des couteaux dans le thorax. Pas besoin de passer par la justice. Juste un mot, comme dans certains quartiers, la drogue joue un rôle important. À Sarcelles, pas forcément. Pas tellement. Pas forcément le trafic de drogue, le trafic de cigarettes aussi qui se développe énormément. Ça, c'est ce qu'on me racontait aussi.
il y a beaucoup de choses parce que bon, voilà, par exemple pour la communauté pakistanaise, les policiers m'expliquaient que ils travaillaient sur des chantiers et en fait il y a aussi des trafics de marchands de sommeil qui sont gigantesques derrière tout cela. Et donc ils vont travailler au chantier, mais ils se prêtent les appartements, ils vivent à 20 dedans. Il y a une dégradation et il suffit d'un mot de travers, ils se plantent le couteau dans le thorax, etc., etc. Oui, c'est aussi entre eux. Il faut se dire, c'est pas seulement communautaire, c'est aussi entre eux. Bien sûr. On va continuer à en parler avec les auditeurs de Sud Radio. Et le vivre ensemble, c'est se parler. Donc vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on commence cet entretien avec les auditeurs avec Gilles qui nous appelle de Chelles. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. En fait, j'appelle, c'est plus concernant... alors, c'est pas vraiment Sarcelles, c'est concernant votre premier invité. J'avais une question à poser. Oui, mais du coup, je sais pas si... Ah non, malheureusement, il n'est plus là. Mais voilà. En fait, c'était par rapport à ce que j'ai entendu. J'avais déjà entendu un petit peu cette affaire. Oui. Et la question que je me pose, mais c'est que fait le PNF, que fait le Parti national financier, en fait? Quand on voit il y a 5 ans à quelle vitesse il a réagi pour un costume et un emploi fictif. Oui. Ah, mais vous savez, c'est une question que vous avez tout à fait raison de poser, que beaucoup ont posée. Mais là, ça s'appelle, vous savez, c'est... deux poids, deux mesures. Ça, oui, géométrie variable, et puis certains on prend son temps, d'autres on est rapide. Mais au fond, oui, mais vous avez la réponse et vous avez la réponse. C'est selon que vous soyez puissant ou moins puissant, les jugements de cour vont en blanc ou noir, et puis il y a un problème, évidemment, avec la politique, les politiques, etc. C'est clair, on le voit de façon extrêmement flagrante. Maintenant, alors on dit que le procureur un des procureurs du Parti national financier a dit qu'ils vont saisir, ils sont en train d'étudier l'affaire. Écoutez, on verra. Il est possible qu'on ait une réponse en 2052, je ne vous assure rien, mais nous suivrons l'affaire. Merci voilà, beaucoup. En tout cas, merci pour votre excellent ouvrage avec Philippe Pasco, Abstention piège à con. Merci beaucoup Gilles. Nous sommes maintenant avec Safia de la Courneuve qui voulait réagir à ce que disait Noémie Alioua. Bonjour Safia. Oui, bonjour Safia. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Effectivement, je suis quelqu'un d'extrêmement concerné par cette thématique et cette articulation à échelle, on va dire, de tout ce qui touche la territorialité, parce que ça touche près dans les quartiers dits populaires qu'on connaît comme cité dortoir et avec toutes les problématiques de fond. Ouais. Je sais que moi, personnellement, je suis en train de faire l'écriture de ma propre histoire et de la racine d'extraction qui nous a fait atterrir. C'est bien. Il faut écrire. Non, mais c'est une bonne chose. Facilité, cette acuité, Ouais. y a pas de problème. Non, mais c'est important que je rapporte ça au sujet du jour. Allez-y. Parce que moi, j'ai zoomé l'histoire d'Algérie et le vrai fonctionnement des indigènes et des problématiques raciales et hiérarchiques déjà qu'on avait en Algérie. Bon, après, dans mon histoire perso, je suis enfant de Harki, donc papa a dû prendre la fuite avec une fausse identité. Enfin, c'est une histoire folle et furieuse. Et donc, ça nous a fait atterrir effectivement dans les bidonvilles. Et à la suite de ça, bien évidemment, mon sentiment le plus profond, j'ai validé le propos de votre invité. De Noémie Alioua, oui. Oui, c'est-à-dire que parce que j'ai bien fait le panorama, j'ai poussé le focus en montant toute cette évolution tragique et dramatique qui s'explose sur le plan sociétal et de manière extrêmement violente. Effectivement, je suis le dossier du petit Jérémy Cohen et de l'effroyabilité de la barbarie absolue, on est bien d'accord. Et donc, c'est vrai que moi, dans ma municipalité où est-ce qu'on a 147 nationalités... 147, oui. Oui, sur la Courneuve, on est à 147. Donc, on est après dans le même... on va dire dans le même portrait qu'a dressé, mais nous on est dans plus d'acuité, dans l'agressivité et en fait, qui est obscure et occulte, qui est silencieuse, on est bien d'accord.
D'accord, oui, absolument. Ben, je crois que vous vous rejoignez, c'est-à-dire on voit très bien quel portrait. Noémie, en fait, on se demande même, encore une fois, aucune ville ne ressemble à aucune autre, il ne faut pas non plus amalgamer ou généraliser, mais il y a quand même des choses, ce que dit Safia du point de vue de l'acuité, du point de vue de la violence. Parlons un peu de cela. Parce que vous dites ultra-violent. Effectivement, on se rappelle de François Orange Mécanique, d'Oberton et compagnie, et d'autres vous répondent, mais attendez, cette violence, elle existait déjà, on la voyait pas parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce qu'on filmait pas, etc. Mais est-ce que vraiment il y a une véritable explosion je ne rentre pas dans les sentiments de violence de Dupond-Moretti et compagnie, mais est-ce qu'il y a une explosion? Parce qu'il y a... Il y a une explosion de l'insécurité, des violences, si vous voulez, et particulièrement dans des endroits où on ne sait pas s'exprimer. Si je peux me permettre, il me semble que on en vient aussi au coup quand on n'a pas les mots. Et donc, il y a beaucoup d'analphabètes à Sarcelles. Je veux dire, c'est un fait incontestable. Et d'ailleurs, on leur donne des cours, etc., pour qu'ils apprennent le français. Et il y a parfois aussi une culture qui a été abandonnée. Il y a un grand chapitre sur la culture dans mon livre. Et je crois que quand on n'a pas accès... Quand vous dites culture abandonnée, c'est-à-dire, on a abandonné le fait d'enseigner la culture française aux gens, ou c'est leur propre budgets culture, qui étaient accordés au conservatoire, à la bibliothèque, à différentes choses. Il me semble que la culture permet de créer du commun. Pardon si ça vous semble un peu romantique, mais c'est vrai que je crois qu'on sous-estime cette question de la culture, alors qui ne se suffit pas à elle-même. Mais la culture universelle, telle qu'on l'imaginait, à un moment donné, avant que ça devienne une culture séparatiste, il y a eu ce fameux discours de Frédéric Mitterrand, de la culture pour tous à la culture pour chacun, qui expliquait que maintenant il fallait que la culture permette à chacun de se renforcer dans son identité, de se défendre. Toute cette question de la culture qui est devenue une aventure séparatiste, eh bien au départ ça reste une aventure humaine qui permet de transcender les différences, qui permet de créer du commun. Quand vous regardez un film, quand vous allez voir quand vous écoutez une chanson, et bien même avec des gens avec lesquels vous n'avez a priori rien à voir, vous pouvez partager quelque chose en commun, et ça peut peut-être rendre le monde meilleur. Mais il y a des choses comme la musique aussi joue ce rôle, etc. Bien sûr, mais je parle de la culture au sens large. Au sens absolument. Raphaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Mademoiselle Alioua. Je ne sais pas comment on répertorie le nombre d'agressions antisémites, mais vous savez, on pourrait les multiplier par 10. Pourquoi? Parce que la majorité des Israélites qui viennent d'Afrique du Nord ont parfaitement intériorisé la notion de dimitude. C'est-à-dire, on prend des coups, on se fait insulter, on baisse la tête. Ils ne venaient jamais dans le pays à l'idée de se plaindre à la justice ou à la police. Et je pense que ceci est transmis dans les familles juives. C'est-à-dire que si on ne comprend pas cette dimension aussi, c'est pas 2000 agressions par an ou 2500. Il faudrait les multiplier peut-être par 10. Mais les petits juifs, ou les juifs même moins petits, se font insulter, prennent des coups dans ces endroits-là, et ils baissent la tête, ils rentrent chez eux, ils disent rien, ils vont pas se plaindre à la police. Parce que c'est plus que simplement d'avoir peur. Il y a une notion qui s'appelle la dimitude, où moi j'ai vécu par exemple dans un pays d'Afrique du Nord, où on se faisait insulter et on baissait la tête. C'était parfaitement intériorisé, c'était quelque chose de très malsain. Personne n'allait se dire je vais aller déposer plainte à la police. C'est une vieille histoire, cette histoire de la relation qu'il y avait entre le dominant et le dominé. Donc c'est une dimension dont je voulais parler. Voilà. Oui, très bien, mais Noémie, je suis d'accord avec votre constat, mais je suis en désaccord avec votre analyse. C'est-à-dire le constat, le fait de dire que les actes antisémites en France sont très largement sous-estimés, vous avez raison pour une raison simple, c'est qu'il est très difficile de caractériser un crime ou une agression antisémite parce qu'il faut qu'il y ait une parole qui le prouve. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu à un moment donné un sale juif qui sorte. Sauf que parfois, quand on agresse un petit garçon avec une kippa, eh bien on va pas forcément le traiter de sale juif, mais on comprend qu'il a été identifié comme juif et que c'est pour ça qu'on l'a agressé. Donc effectivement, ces chiffres sont largement sous-estimés, mais c'est aussi parce que, bien sûr, les gens ne vont pas tout de suite ou toujours porter plainte parce qu'ils ont mieux à faire. Et par contre, je vous rejoins pas du tout sur cette question de dimitude. D'abord, moi j'ai écrit 2 livres qui traitent plus ou moins de cette question. Ce dernier-là et celui d'avant, l'affaire Sarah Halimi. Mais au-delà de moi, il y a quand même beaucoup de gens qui se battent et qui n'ont pas peur de dire les choses et qui n'ont pas l'intention de baisser la tête, qui ont bien l'intention de rester ici en France et de se défendre et de défendre la cause des Juifs
en plus de la cause plus largement de la France et de l'idéal qu'on a d'elle, mais aussi ceux qui ne portent pas plainte, parfois ils ont tout simplement peur de ne pas être protégés, ils ont peur de tout perdre, ils ont peur qu'on agresse leurs enfants, ils ont peur, je veux dire, vous pouvez comprendre ça sans parler de dimitude, parce que quand vous avez 3 enfants en bas âge, que vous êtes une mère célibataire par exemple, que vous avez déjà 1 million de problèmes à gérer et qu'en plus vous avez peur que des voyous s'attaquent à vos enfants, etc., et ben vous réfléchissez à 2 fois avant d'aller porter plainte. Ça ne veut pas dire que vous avez l'intention de baisser la tête, ça veut dire que c'est difficile aussi et qu'il faut comprendre toutes les réalités des gens, en plus, si vous voulez, de ces problèmes-là. Mais croyez-moi que la dimitude n'est absolument pas dans l'ADN des Juifs. Ils n'ont pas l'intention de se laisser faire, croyez-moi. Et cette peur, en tout cas... Je peux vous répondre? Oui, allez-y. Ah bon, je pensais que j'étais couvert. Alors, je voudrais simplement dire à Madame Aliwa, je connais son parcours. Ses parents viennent d'Algérie. Ils ne savent pas ce que c'est que la dimitude. Il faut l'avoir vécu, Madame Aliwa. Oui, Moi, je connais les familles de Sarcelles. Je connais les familles de Perfit. Je connais beaucoup de Juifs qui fonctionnent encore sur ce mode. Si ça ne vous concerne pas, Madame Aliwa, moi je vous dis, je comprends que vous soyez différente. Moi, je ne me laisserai jamais faire. Mais je peux vous dire qu'une majorité de gens qui viennent de ces régions-là ont intégré parfaitement cette notion d'infériorité. Oui. Si vous ne voulez pas le voir, vous qui vous voulez voir tout le temps, vous dites il faut voir les choses et il faut les dire. Eh bien, il faut intégrer cette notion. Simplement, on vous a bien entendu. Je vais vous dire une chose simplement. Il faut arrêter de dire une majorité. Vous n'en savez rien et moi non plus. Il ne faut pas dire une majorité. Je crois que les choses ont changé. Je crois que beaucoup de gens, et pas seulement les Juifs et ailleurs, considèrent qu'ils n'ont plus. Effectivement, vous avez raison. Des gens sont en train d'intérioriser ça. Mais beaucoup d'autres réagissent. Vous savez, les générations changent, les gens changent. Les gens ne sont pas toujours des moutons qu'on mène à l'abattoir. Beaucoup de gens ont compris et ne vont plus se laisser faire. Et je ne parle pas seulement des Juifs, loin de là. Je parle de tous les gens qui ont intérêt et qui doivent effectivement et qui le font. Vous savez, ça change aussi. On sait très 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 bien que, heureusement, sinon si on restait encore, la dimitude, vous avez tout à fait raison, je termine là-dessus, existe encore sûrement, mais je ne crois pas du tout que ce soit le sentiment dominant. Sinon, un pays comme Israël aurait duré 1 jour et demi, vous voyez. Et nous sommes avec une auditrice qui a vécu à Sarcelles, Julie. Bonjour. Maintenant, vous êtes à Noisy-le-Grand. Bonjour, Julie. Oui, bonjour, Julie. Oui, bonjour, Monsieur Berkoff, et merci pour vos excellentes émissions que j'écoute tous les jours. Merci. Et bonjour votre invitée Noémie, je crois. C'est ça, c'est Noémie Alioua, voilà. oui. Alors moi, je voulais donner un témoignage. Donc moi, j'ai d'origine asiatique. On est parti en 1975. On a vécu la guerre avec Pol Pot, tout ça. Ah oui, Cambodge. Voilà, Cambodge. Et puis on a passé 5 ans au Vietnam. Et en 81, 81, quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, on est atterri à Sarcelles. Oui. Voilà, parce que ma tante et mon oncle habitaient là-bas. Et moi, en tout cas, j'ai vécu toute ma scolarité jusqu'au lycée à Sarcelles. Et j'ai un bon souvenir. J'ai arrivé, je me rappelle, on était en classe, on est déjà âgés, et on avait une classe d'adaptation. Là-dedans, il y a toutes les couleurs. Donc, il y avait ici, évidemment, le peuple juif que je ne connaissais pas, les Arabes que je ne connaissais pas. Enfin, bon, bref, les Blacks, j'ai jamais vu ça. Ah oui. Et oui, c'est les découvertes. Et oui, c'est ça qui est bien. C'était riche comme j'ai découvert une richesse de toute cette population que je ne connaissais pas. Et on avait une prof qui était super, un prof de français. Ça a été dur des fois, parce que les garçons, c'était un peu... Mais elle nous est arrivée à nous apprendre à aimer le français. Bon, après, nous, mon père, il nous a toujours dit, il faut être un bon citoyen français, il faut réussir socialement. Les Asiatiques, c'est comme ça. Et pour vous dire que donc, moi, j'ai passé ma scolarité, lycée... Et vous gardez un bon souvenir, alors, de Sarcelles, vous? De Sarcelles, j'ai gardé un bon souvenir. Et par contre, je vous raconte quelques trucs marrants si on a le temps. Et donc, nous, on ne connaissait pas le peuple juif. Et il y avait l'ascenseur du Shabbat, c'était marrant parce qu'ils attendaient que la porte s'ouvre. Et nous, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Quand la porte s'ouvre et on rentre, hop, ils ont tous rentré dedans. Et puis, ils attendaient que ça s'arrête. Vous pouvez appuyer le télépasse. Mais on dit, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un autre truc qui était marrant parce qu'il y a le centre Abraham, là. Et il y a en fait, quand il y a les fêtes, pratiquement 80% de la 90% de la centre commercial est fermé. Nous, on ne comprenait pas. Puis il y avait les policiers qui surveillaient. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que
En 2019, je suis retournée avec les amis américains. Et bon, parce qu'entre-temps, j'ai appris l'hébreu, vous voyez, voilà, j'ai appris l'hébreu biblique et voilà. Et donc vous êtes retourné en 2019 et vous avez... Et alors on a voulu rencontrer comment ça s'appelle, on est allé au centre Abraham, et enfin pour faire court, et le rabbin Shalom nous a accueillis. Voilà. Et je lui ai dit que vous savez, je suis arrivée dans les années 80 et je suis jamais rentrée là, et je suis très honorée que vous nous avez accueillis. Voilà, c'est un très bon souvenir. Voilà. Merci en tout cas, merci de votre témoignage, Julie. C'est intéressant de voir comment on peut découvrir la différence et aussi aimer la différence. Et ça, et au bon sens du terme. Et ça, c'est très important. Et de très bons souvenirs. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? On continue à en parler jusqu'à 14h avec Noémie Alioua. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes avec Pierre qui nous appelle de l'Ain. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour André, bonjour Madame Alioua. Oui. Alors le sujet dont vous parlez aujourd'hui me touche précisément, c'est quelque chose que j'ai connu. Moi je suis un fils d'immigré, juste avant sa mort, mon père avait encore un titre de séjour. Oui. Et j'habitais Marseille, gamin à 12 ans, j'allais jusqu'à la Canadienne à mes copains, au ciné, tranquille, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on ne sait pas où c'est qu'on peut retrouver de la tranquillité. Il y avait à l'époque des voisins juifs qui ont quitté la France. À l'époque, j'étais gamin, je ne comprenais pas pourquoi, je crois qu'aujourd'hui, je peux comprendre. J'ai ensuite habité dans le nord du Val d'Oise, et puis je peux vous dire que j'ai passé peut-être les 5 plus belles années de ma vie avec mon épouse, et qu'au départ, c'était idyllique, et quand on est parti, je voyais les armes partout. Alors c'est vrai que j'avais l'œil du flic, malheureusement. Vous étiez dans une ville du Val d'Oise, c'est ça? Ouais, tout à fait, dans une belle ville du Val d'Oise, avec une belle forêt, je ne dois même pas le nom, mais c'était très sympa. Ouais. Et vous avez vu arriver les armes, enfin vous avez vu arriver la violence, quoi. Sincèrement, au début, on baladait tranquille, on était allé habiter là, parce que moi quand j'étais flic, je voulais toujours habiter dans des coins tranquilles, quitte à faire des kilomètres, c'est normal. Bien sûr. Et franchement... Aujourd'hui, moi, ma question elle va être simple et elle va être aussi liée à l'invité que vous avez reçu tout à l'heure, parce que j'ai regardé les reportages de Off Investigation, très beau travail, du journalisme, du vrai. On va aller vers une élection où, franchement, quand j'entends des gens qui veulent remettre de l'ordre en France et qui, parce que quelqu'un s'appellerait Mohamed, ce serait pas un bon français ou quoi que ce soit, je trouve ça, c'est du grand n'importe quoi. En fait, on peut pas y arriver avec des gens qui ont ces idées. Moi je pense, c'est peut-être votre faute André, parce que je me suis mis à lire l'ère des soulèvements de Machiavelli, mais c'est peut-être pour ça que j'ai cette idée. Je crois qu'après cette élection, on va vivre 10 fois les gilets jaunes, parce que moi je sais qu'il va repasser. Et quand on voit les affaires qu'il a aux fesses, on peut même plus appeler ça des Rothschild, on pourrait appeler ça un Macron-gate en fait. Mais ce gars-là va se représenter et va gagner. Et donc moi ma question elle est simple, madame. Est-ce que la solution aujourd'hui, après ce qu'on va vivre après la prochaine élection, c'est pas l'armée? Parce que je vois pas de politique capable de remettre de l'ordre, et je vois pas de politique capable de respecter les uns et les autres. Au final, aujourd'hui, on l'a organisé au niveau de l'État, cette immigration. Ça leur va bien que les gens se regardent en chaîne de faïence et se bagarrent pour des religions qui n'ont aucun sens, parce qu'au départ, on est tous des humains, et on a été capable de se battre sur des religions, des prénoms. C'est minable. Et moi, je le dis aujourd'hui, mis à part une prise du pouvoir de l'armée, je ne crois plus en ces politiques. Quand bien même ils aient des super idées, je dis pas que Zemmour c'est pas bien, je dis pas que Macron c'est pas bien, je m'en fous moi de la politique. Vous connaissez ma position, André, je ne vote plus. Et je dis que l'élection c'est un piège à con. Et franchement, mais je comprends votre position, je respecte tout le monde, mais est-ce que c'est pas l'armée la solution? On est allé trop loin, il y a de tels trafics dans les cités, et quand on voit le soulèvement des généraux il y a quelque temps, c'est ça l'idée. Mais Pierre, on ne remettra pas de l'ordre. Non, mais vous posez des questions extrêmement importantes, c'est au cœur du problème. Je vais laisser parler d'abord Noémie, et puis je vous répondrai ensuite. Noémie, vous réagissez comment par rapport à l'armée?
Je comprends votre déception, mais je pense malgré tout que des mesures politiques peuvent être encore prises. Je pense que tant qu'on respire encore, il y a encore de l'espoir. Et par contre, je pense que c'est peut-être pas l'armée qu'il faut, mais par contre rétablir le service militaire. Si vous voulez, on prend le problème de cette façon-là. Je pense vraiment que l'abandon du service militaire a été dramatique, justement, et ça a aussi permis le développement des communautarismes. Parce que le service militaire, c'est véritablement une expérience commune, partagée, qui permet justement si vous voulez, de créer du patriotisme chez les personnes aussi immigrées, et qui permet de créer du commun, qui permet véritablement de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et d'apprendre ce que c'est que la France et d'apprendre finalement à refaire une nation. Et moi, je l'ai beaucoup vu, j'ai été quand même 3 ans reporter en Israël. Et en Israël, l'armée, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'Israël, c'est un pays cosmopolite par essence, avec des communautés qui viennent de partout. C'est un pays fait d'immigration, avec les Russes. Oui, avec quand même une identité juive. Quand même. Mais une identité juive, bien sûr, mais justement une identité israélienne. C'est-à-dire que tout le monde se lève pour le drapeau. On apprend à l'armée les Russes, les Éthiopiens, les Français, les Américains. C'est tout ça, l'armée israélienne. Donc vous voulez un service de 3 ans, comme en Israël? Mais je pense que ce serait la plus belle chose qui pourrait arriver à la France, ce serait de rétablir le service militaire, bien sûr. Alors, Pierre, c'est vrai, Noémie, moi je suis d'accord avec Noémie sur l'histoire du service militaire, c'est très important. Maintenant, je vais vous dire, sur le fond, effectivement, je comprends très bien que vous pouvez dire, mais enfin, c'est politique, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Rien. Moi, je crois qu'il y a dans la vie ce qu'on appelle la nouveauté. À un moment donné, vous savez, il y a quelque chose qui est là, on voit ce qui existe, et on se dit, bon, ben, ça va être la même chose et tout. Et à un moment donné, quelque chose se casse. Et je raconte toujours cette histoire assez simple, si vous voulez, qui est une bombe à fragmentation atomique, quelque chose naît de cela. C'est-à-dire, imaginez, par exemple, alors je ne dis pas qu'il faut un héros, etc., mais c'était un militaire. Imaginez De Gaulle en 40. Qui est De Gaulle ? Petit colonel qui fait les discours de Pétain à l'époque, enfin un peu avant, qui n'est rien et qui voit l'Allemagne, la victoire de l'Allemagne, la collaboration, l'armistice, etc. Et il dit, moi je peux pas accepter ça, la France c'est moi. Et il part, rappelez-vous, avec 3 pelés juifs et 10 maurassiers antisémites. Et il se retrouve à Londres avec une poignée de gens et il dit, la France c'est moi. Et si la France s'est retrouvée à la table des négociations en 44, 45 et que c'est pas devenu colonie américaine, c'est parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, bravent le possible. Bravent le possible. Je crois que c'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils existent. Hein. Je ne dis pas qu'il y a celui-là ou tel va le faire. Mais vous savez ce que c'est? C'est une question de courage, c'est une question de volonté, etc. Et on peut espérer, alors peut-être que je suis optimiste et naïf, parce que l'armée, moi je suis pas contre l'armée. Le problème, c'est que les coups d'État militaires, il y en a de bons, et puis il y a des Pinochet, hein. Et puis il y a des Pol Pot, et puis il y a de tout, hein, dans les coups d'État militaire. Donc, faut pas se retrouver dans une situation pire. Le vrai problème pour moi, alors mais ça c'est tout à fait personnel, on choisit le moins pire ou la moins pire. Je crois pas qu'il y a des êtres providentiels, ça existe une fois par siècle, mais et puis se battre chacun, se battre, ne jamais abandonner à son niveau. Merci Pierre pour votre appel au 0826 300 300 et nous sommes maintenant avec Jean-Pierre qui nous appelle du Mont-Saint-Michel. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Oui, bonjour cher André, bonjour chers auditeurs. Bah, écoutez, en 68, on disait d'où tu parles toi. Alors moi d'où je parle, j'ai 70 ans. Ouais. J'ai enseigné le français à des Maghrébins et des Turcs en France pendant 2 ans dans une association. Ouais. Et j'ai passé 5 ans en Algérie. Mon père était en coopération, donc je précise que je ne suis pas pied noir. D'accord. Mon meilleur pote était algérien, c'était super, mais. Ouais. Nous n'avons pas eu de problème avec les nombreux types d'immigration que nous avons eu en France, n'est-ce pas? Pendant des siècles, la France a été effectivement une terre d'immigration et ça s'est assez bien passé, je dirais même très bien passé. Jusqu'au moment où l'immigration, il faut bien la nommer, afro-arabo-musulmane est arrivée. Et là, ça a commencé. Et la preuve en est, aujourd'hui encore, après des millions d'heures d'antennes, de médias consacrés à ce problème afro-arabo-musulman, nous en sommes à essayer de comprendre les conséquences. Et effectivement, l'antisémitisme est une des conséquences. Moi, je prétends, j'ai fréquenté le Forum social mondial.
J'ai fréquenté des Arabes qui ont mis Ben Ali dehors au Forum social mondial. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est. Ils m'ont tous dit, mes copains arabes m'ont tous dit, vous êtes trop tolérants, vous allez vous faire bouffer. Tous ont dit ça. Un journaliste, un grand journaliste algérien qui était là aussi, m'a dit la même chose. Vous êtes trop tolérants, vous allez vous faire bouffer. Voilà. Ça n'est pas miscible, ça n'est pas miscible. C'est comme l'eau et l'huile, il n'y a que des problèmes. Alors, attention, la loi de Pareto peut s'appliquer. Il y a des musulmans arabes sans problème, évidemment, heureusement. Bien sûr. Oui, il ne faut pas généraliser et chosifier, bien sûr. Non. Mais je vous fiche mon billet, ça occupe tout le terrain. Hein. Pendant ce temps, on ne parle pas du climat, on ne parle pas du vrai socialisme, c'est-à-dire du partage du gâteau et la réduction des inégalités, c'est scandaleux. Ça occupe tout le terrain. Et ça suffit, quoi. Il y a un moment, il faut dire, ça n'est plus possible, ça n'est plus possible. Voilà. Et il faut nommer le problème. Il ne faut pas dire c'est l'immigration, ça n'est pas l'immigration, c'est l'immigration arabo-musulmane et aussi africaine. Voilà, il faut oser nommer les choses. Ah, écoutez, en tout cas, vous les avez nommés, un certain nombre de gens les nomment. Noémie, effectivement, est-ce que vous, jeune femme qui a connu Sarcelles, etc., vous êtes sur cette longueur d'onde parce qu'il dit... Vous savez, on essaie beaucoup de, de caricaturer les choses parfois en parlant de choc des civilisations. Il y a ce livre fameux qui explique de Samuel Huntington. Absolument, qu'on en arrivera un jour à un choc des civilisations. Moi, je pense qu'en fait, on a toujours affaire des deux parties, si vous voulez. Le choc est plutôt entre la civilisation et la barbarie. Et vous trouvez des gens de partout dans les deux camps. Et donc vous avez des musulmans qui n'ont pas envie qu'on leur impose, par exemple, qu'on les oblige, là c'est le ramadan, qu'on les oblige à ne pas manger. Vous avez des musulmans qui se battent pour la liberté dans leur pays. Vous avez des musulmans qui n'ont pas envie, qui ont envie de s'intégrer. Et je pense que pour ces gens-là, si vous voulez, il faut faire très attention à ne pas caricaturer les choses pour respecter tous ceux qui n'ont pas envie, si vous voulez, de se laisser embrigader par des radicaux. Oui, en même temps, effectivement, il faut faire attention à la politisation des religions parce qu'on sait les massacres et on sait les catastrophes qu'elles donnent. En tout cas, écoutez, on ne vous réconciliera pas, mais ce qui est important, c'est de se dire que, voilà, les constats et des journalistes comme Noémie Alia avec Sarcelles a fait un journaliste d'investigation et je répète, pas de journalisme sans investigation. Et ce journalisme d'investigation est compilé dans Les uns contre les autres, Sarcelles du Vivre ensemble, Vivre séparé aux éditions du Cerf, et vous êtes rédactrice en chef et correspondante à Paris pour i24 News. Tout de suite, Brigitte Lahaye.